Bonjour à tous, je suis Augustin Garcia, vous êtes sur Y'a plus qu'à. Le live, c'est édité ou publié ou ce qu'on veut produit par Indata Veritas. Nous allons parler aujourd'hui de génération de vidéos, d'IA et de génération de vidéos. Il y a un an qui nous aurait dit qu'on parlerait de génération de vidéos. On a commencé il y a un an, personne. Donc aujourd'hui, nous avons des maîtres en la matière. Donc nous avons Sophie Arras, Eddy Magroum, Gilles Garaz, Alexandre Stopnicki et Nicolas Géniart, qui ne fait pas que du mid-journée, donc je tiens à le préciser. Et voilà. Et donc je vais laisser se présenter tout le monde. On va commencer par Sophie, puisqu'on a dit qu'on lui donnait la parole tout de suite. Vas-y Sophie. Merci Augustin. Rien, moi je suis ravie d'être là avec vous tous. Franchement, ça fait plaisir de parler avec des spécialistes et partager un peu nos retours d'expérience en direct. Moi je suis motion designer de profession et formatrice vidéo. Puis maintenant, ça fait 20 ans que je forme aux solutions traditionnelles et puis maintenant je suis montée sur les IA. Et c'est vrai, je kiffe, quoi. C'est un bel outil, mais ce qui est intéressant au final, pour arriver à des beaux résultats, c'est de coupler les outils IA avec Premiere ou After. C'est en mélangeant les deux, je trouve, qu'on arrive à des résultats les plus probants. Ok, on en reparlera. Eddy, veux-tu te présenter ? Salut tout le monde, alors je suis Eddy Magroum, j'ai un studio de création qui s'appelle Brewster Studio. Je fais de l'IA depuis un peu plus de 2 ans et notamment en IA vidéo, où je me suis un peu spécialisé là-dessus. Donc je suis parti de la creative tech et l'intérêt pour les nouvelles technologies, et l'IA est venue assez naturellement. Et aujourd'hui je poste une vidéo en général tous les vendredis sur LinkedIn, et ce qui fait, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec l'équipe et la plupart des gens qui sont là, et voilà, en gros, c'est un super terrain de jeu, effectivement. Gilles. Merci Augustin pour l'invitation. Bonjour à toutes et tous. Moi, pour me présenter rapidement, j'ai été réalisateur dans la pub pendant 15 ans. J'ai fait des pubs télé, j'ai fait des pubs digitales, et je parle au passé parce que depuis un peu plus d'1 an, je fais plus que de l'IA générative. Et avec deux axes d'activité, je fais de la formation en entreprise et puis depuis peu pour les indépendants. Et l'autre axe, c'est de la création audiovisuelle pour des marques, pour des entreprises. J'ai fondé le Prompt Club, ce collectif de réalisateurs dont fait partie mon ami Eddy, ici présent, en octobre dernier. Et le principe, c'est qu'on définit un thème autour duquel chaque réalisateur va faire, réalisateur et réalisatrice aussi, vont faire son film, un film court, entre 1 et 3 minutes à la louche, chaque mois. Et après, on fait des projections qu'Augustin a voilà. Merci Augustin. Donc le plaisir de retransmettre en live. Et voilà. Je pense que j'ai tout dit. Nicolas. Salut, moi c'est Nico, fondateur de la communauté Géniart, une communauté de passionnés sur les IA génératives qui fêtera bientôt ses 2 ans dans une semaine. Voilà. Tu payes ton coup, c'est ça que tu veux dire ? Ouais, j'ai prévu de faire un IA apéro, un de ces 4, mais ça sera du côté de Montpellier du coup, les amis. Voilà. Et tu pourras faire un peu de transmission virtuelle alors peut-être un peu de... On verra. C'est pas prévu. On va boire des coups déjà, le reste on verra. Ok Nicolas, on sera pas bien. Tu peux faire 2 éditions, Tu peux faire une édition à Paris et une édition ici, à Montpellier. La primeur pour ma ville de cœur, on verra pour le reste. Bon, et Alexandre, présente-toi. Donc je m'appelle Alexandre, moi je suis un serial entrepreneur, ça fait une 30aine d'années que je monte des boîtes dans le digital, et depuis 3 ans je suis tombé red dingue amoureux de l'intelligence artificielle, donc je fais, comme ce que nous a indiqué Gilles, beaucoup de formations en entreprise, j'accompagne aussi d'ailleurs quelques artistes depuis quelques temps pour les usages de l'intelligence artificielle, et je réalise alors un film tous les 15 jours, je travaille aussi sur des clips vidéo en ce moment avec de l'IA, donc je suis un fan de l'IA pour la musique, pour la vidéo,
pour des choses plus classiques. Aujourd'hui, je suis accueilli dans une école qui s'appelle l'IIM. Je viens de donner un cours devant à peu près 80 étudiants et un cours d'intelligence artificielle, et je constate que ça progresse et que dans les écoles, dans les universités, eh bien, il y a une grosse demande d'apprendre l'intelligence artificielle. Donc, j'espère que tout ce qu'on va faire aujourd'hui, ça sera utile pour tout le monde. Bon, très bien. Donc aujourd'hui, on parle de génération vidéo, on va parler de texte to vidéo, image to vidéo, vidéo to vidéo, on va parler de upscale vidéo, et puis surtout, on va se poser des questions, c'est quel outil pour quel usage, puisque c'est surtout ça le problème, hein. Donc, et surtout, on va aussi regarder si on doit tout faire avec le même outil, puisqu'en fait, si on regarde bien, quand on fait des clips, quand on fait des vidéos, des petits films, on s'aperçoit que pour certaines scènes, on va utiliser du Kling, pour d'autres, on va aller sur du Runway parce que c'est plus souple sur certaines transitions. Je pense que Gilles et Eddy vont nous parler de tout ce qui est VO2. Est-ce qu'on va sur VO2 ? Je pense que Sophie ne parlera pas de Sora, parce que voilà, Sora, on a attendu pendant 1 an et demi, et je pense que tout le monde ici est très déçu de sa sortie. Gilles, je sais que tu y as accès et que tu nous le montres assez souvent, donc si tu veux nous en montrer un bout, tu le fais, mais bon, si tu veux pas, on s'en passera très très bien. Voilà, Alexandre, je te donne la main, tu gères la chose comme tu veux, sachant qu'on peut commencer par un truc très pointu qui est une analyse de Kling et Google VO2 en image to vidéo. À moins que tu veuilles parler texte to vidéo, image to vidéo, c'est comme tu veux. À qui tu parles, hein, par contre? À toi. Pour qui doit faire la démonstration après? La démonstration, c'est Sophie qui va la faire. Je vais lancer une scène de VO2 que nous a donné Ellie, et après, Sophie nous fera une analyse pointue de la chose. Dans la salle, normalement, il y a beaucoup de gens qui comprennent bien la technique de toutes ces IA et qui attendent qu'on aille assez loin. Mais il y a aussi quelques débutants. Donc, effectivement, il y a plusieurs moyens de générer de la vidéo avec une IA. Je peux le rappeler très simplement. On fait un texte, on fait un prompt, on lui demande de réaliser quelque chose. On choisit des caméras, des angles, des mouvements de caméra, plein de choses. Et on peut avoir donc une vidéo qui est générée comme ça. On peut également faire une vidéo à partir d'une vidéo. Depuis quelques temps, il y a de plus en plus qui font du vidéo to vidéo. Et puis l'autre méthode qui est celle qu'on a le plus souvent utilisée, on prend une image, on demande à Midjourney par exemple de nous réaliser une image, on demande à Nicolas de nous apprendre à utiliser Midjourney pour faire une belle image, et on envoie cette image-là dans un logiciel de génération de vidéo, et au bout de quelques secondes, quelques minutes, ça dépend des IA, on arrive à avoir un beau mouvement aussi et animer une image. Les vidéos jusqu'à maintenant durent 5 secondes. Et Eddy, je vais te dire, vas-y, n'hésite pas, lâche-toi. Alors, je voudrais rajouter un petit truc par rapport à ça. Moi, mon préféré, c'est l'image to vidéo. Je voudrais dire pourquoi, parce que ça me semble important. Aujourd'hui, quand tu fais du texte to vidéo, tu es obligé de faire une description très précise de ce que tu veux, de la scène, de l'environnement, du décor, de tout le détail. Ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que le prompt dirige l'IA et l'IA réinterprète le prompt et va être très pertinente dans son résultat. En image to vidéo, le gros avantage, c'est que tu as l'image de départ. Donc tu peux créer tout un environnement, tout un storyboard à partir de plein d'images et te créer un peu ton histoire avant même de générer les vidéos, et du coup tu te crées déjà ta direction artistique, et pour moi ça c'est la partie la plus intéressante. Ça a 2 défauts. Le défaut premier qui est comment l'IA va interpréter ton image. Plus ton image va être surréaliste et plus ça va être complexe de lui faire comprendre. Donc là on peut rajouter du prompt pour l'aider, mais c'est souvent assez contre-productif. Quand on rajoute du prompt sur image to vidéo, en général, on a tendance à essayer de réorienter l'IA, mais finalement, c'est pas... Je sais pas quel bruit. Il y a un lion dans la salle. Il y a un lion. Il y a un lion dans la salle. Est-ce que le lion peut se calmer? C'est Nicolas, dis donc. C'est Nicolas qui a un lion chez lui. Il a un lion pas loin, là. Vas-y, Eddy. Ouais, du coup, donc ça, c'est un peu les travers de l'image to vidéo. Mais pour moi, ça reste le plus pertinent parce que t'as un regard sur l'image de départ. Et il y a un autre truc aussi qui est intéressant sur l'image to vidéo, c'est que si ton résultat n'est pas satisfaisant, tu peux retoucher ton image pour la reprompter derrière, ce que tu ne peux pas faire en texte to vidéo. En texte to vidéo, chaque nouvelle génération, si c'est un nouveau seed, ça te créera une nouvelle vidéo
totalement différentes. Ça a fonctionné quand même pour moi, peut-être des textes tout vidéo 2 fois ou 3 fois sur la même vidéo. J'ai quand même réussi à garder des cohérences entre les vidéos. Ils doivent avoir peut-être un peu résolu le problème, mais ça doit dépendre des IA, j'imagine. Eddy. Et c'est très dépendant de la description que tu fais. C'est-à-dire que plus ta description va être précise et que les détails vont être présents, que tu vois, par exemple, tu vas faire un personnage qui a des lunettes, qui a les cheveux roses, ça, tu vas pouvoir avoir de la cohérence là-dessus. Mais dès que tu vas aller dans le détail, là, tu le perds. Parce que pour moi, un des enjeux dans la vidéo aujourd'hui, c'est qui est très important pour le storytelling et la compréhension de l'histoire, c'est la cohérence des plans, la cohérence des personnages, la cohérence des décors. Enfin, Gilles en parlera beaucoup mieux que moi, étant plus du métier du cinéma et de la publicité, vraiment de création. Dans le storytelling, c'est hyper important. Donc peut-être la question que je vous pose à tous, tu viens de répondre toi Eddy, donc je vais poser la question peut-être à Sophie. Qu'est-ce qu'il faut faire d'après toi pour faire la meilleure vidéo? On part d'un texte, on part d'une image, on part d'une vidéo, on mélange tout ça. Raconte-nous ton expérience. Moi, je reste convaincue par le mode image to vidéo, parce que si tu génères des belles images sources sous Midjourney, qui reste quand même la reine, faut pas, j'ai beau tester plein de choses, je reviens toujours à Midjourney au final. Et si on a une belle image source bien travaillée, en image to vidéo, ça va tout seul, que ce soit sur VO2 ou sur Kling. Et en texte to vidéo, ça dépend du prompt, bien sûr. Mais moi, je recommande vraiment l'image to vidéo. Il faut des belles sources. Après, on n'est pas obligé de rentrer des sources générées par IA. On peut prendre aussi des images d'Adobe Stock, d'autres belles sources. C'est pas obligé de sortir de l'IA. Mais voilà, moi je recommande l'image to vidéo. Et c'est vrai que Kling, moi je reste très fascinée par la façon dont Kling en fait comprend le mouvement dans l'image. La dernière fois, j'ai rentré des images de parapente dans les zones glaciaires. En fait, il a tout de suite compris que c'était un parapente. Il m'a de lui-même créé des mouvements comme ça très smooth, et c'était un régal, quoi. Ouais, je suis pas arrivée à la même chose avec les autres IA, en fait. Parfois, on travaille un prompt et puis on se rend compte que si on n'avait pas fait, on envoie la même image sans prompt et parfois on obtient des résultats qui peuvent être intéressants même sans avoir fait de prompt. Le prompt, des fois, il peut décaler les choses. Et puis par contre, je pense que j'espère que vous êtes d'accord avec moi, mais le prompt en anglais reste encore un must, parce que si on le fait en français, c'est quand même nettement moins bien. Il n'y a pas la reconnaissance. Mais on va continuer le tour avec la question. D'abord texte, d'abord image ou d'abord vidéo pour créer sa vidéo. Je resterai sur le meilleur pour la fin, Gilles. Mais d'abord, Nicolas, est-ce que tu peux nous dire ce que tu en penses? Ouais, je suis d'accord avec ce que disent Eddy et Sophie. C'est évident que pour raconter une histoire, c'est bien d'avoir une cohérence sur l'ensemble de son projet, donc de partir d'images, vu qu'on contrôle le style, etc. Après, d'un point de vue purement technique, c'est quand même intéressant de tester le texte ou vidéo, parce que évidemment le modèle va sortir ce dont il est nourri. Donc c'est là qu'on va vraiment voir aussi ce dont il est capable, et aussi on va voir le dataset qu'il y a derrière. Donc ça peut être intéressant aussi de se dire si celui-là, je sais pas, je vous dis n'importe quoi, mais il a du mal à faire un hélicoptère, après en image to vidéo, il risque d'avoir du mal aussi à l'animer. Donc ça permet aussi le texte ou vidéo, c'est pas mal aussi pour expérimenter des choses sur le modèle lui-même. Voilà. D'un point de vue vraiment technique, après c'est vrai que pour du storytelling, c'est plus compliqué. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même des choses intéressantes. Pierrick Chevalier, c'est un grand aficionados du texte ou vidéo. Il sort quand même des choses assez incroyables. Mais après, du coup, pour des plans assez génériques, par exemple, si on veut faire une vue de drone par-dessus la forêt amazonienne, ça peut être intéressant de tester en texte ou vidéo, où on peut avoir d'excellents résultats. Et depuis mon expérience, mais vous allez dire aussi si vous la partagez, c'est Kling qui nous a un peu changé ça. Les premiers textes ou vidéos vraiment canons pour moi, c'est quand j'ai commencé à utiliser Kling. Avant, c'était jamais terrible le texte ou vidéo. Gilles, qu'est-ce que tu penses? Comment on fait une vidéo? On part de quoi? Et quelles sont tes recettes secrètes? Alors moi, je voulais dire deux choses. Je voulais dire d'abord, je suis d'accord avec Sébastien Griot sur le chat qui dit que le Prompt Club, c'est cool. Donc voilà, merci. Et la deuxième chose, je voulais dire que je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'on dit, mais avec camarades. Ce que je voudrais ajouter, moi, c'est que au final, je me rends compte avec la pratique que tout dépend du projet. Qu'il y a des projets pour lesquels il va y avoir une évidence de passer par le texte tout vidéo, d'autres l'image tout vidéo. Je vais vous donner en fait un exemple concret. Récemment, j'ai été interrogé par une boîte de production qui voulait tester
un faux de film, donc un film avec des plans de, alors là c'était pour la Mozzarella, il y avait des plans en fait en mouvement, voilà, et là j'ai utilisé VO2 en texte vidéo avec d'excellents résultats et avec un gain de temps substantiel par rapport à si j'avais dû passer d'abord par la case image. Et comme j'avais pas besoin de cohérence forte entre mes plans, j'avais un plan de mozzarella, ensuite j'avais un plan de condiment, voilà. Du coup, le texte vidéo était parfait. Comme l'a souligné Eddy et Nicolas aussi, quand il faut faire une narration avec une cohérence globale narrative, c'est là qu'on a beaucoup plus d'outils avec une image tout vidéo. Pour obtenir d'abord cette cohérence-là. Comme disait Sophie, en fait, Midjourney, ça reste quand même une référence pour ça, avec toute la boîte à outils qui est proposée, avec le CRF pour les personnages, avec le SRF pour la cohérence de style, etc. Donc là, on aura plus de facilité à avoir de la cohérence. Et puis, de vidéo to vidéo, ça peut aussi arriver pour des productions hybrides, dans lesquelles soit on a envie de mélanger de la prise de vue live avec de l'IA, soit on a envie peut-être pour des raisons de maîtrise dans la mise en scène, de filmer d'abord, peu importe avec quel type de device, et pour ensuite modifier les images avec de l'IA. Donc au final, je pense que le choix dépend un petit peu du projet et puis de l'angle d'attaque avec les choix artistiques que ça implique. Ouais, faut rajouter que sur VO2, le texte to vidéo est quand même vachement meilleur que le image to vidéo aussi. Ouais, ça je suis d'accord. Ouais, donc ça peut dépendre des modèles, des IA et des sources aussi qu'on va lui envoyer et en même temps du projet, comme tu viens de me dire Gilles, effectivement selon les projets. Donc en fait c'est ça qui est intéressant et je pense que c'est ce qui nous excite tous, c'est qu'on peut être agile en utilisant plein de choses et puis changer notre fusil d'épaule et avancer et puis on fait des tests, on regarde ce qui se passe, on fait jamais une vidéo du premier coup, on fait pas une image du premier coup, c'est très rare, parfois ça arrive, mais c'est très rare et c'est un peu ça l'art de réussir une belle vidéo. Qu'est-ce que tu en penses, Eddy? Il faut faire plein de tests et recommencer jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on veut, ou comment tu fais pour être sûr d'obtenir le bon résultat? Alors je suis jamais sûr d'avoir le bon résultat et d'avoir utilisé le meilleur outil, vu à la vitesse où ça change, et ça m'arrive aussi, tu vois, d'être parti dans une phase de test, par exemple, quand j'ai eu l'accès à Luma, j'ai fait que du Luma pendant des semaines, et là je suis en train de fouiller mes archives et du coup je retombe sur des trucs, tu vois, qui sont plus avec du Confi UI, où là je me dis tiens, ça vaudrait peut-être le coup que je remette mon vieux workflow qui était en stable diffusion, qui était tout pourri et tout, avec un batch d'images, avec du flux derrière, j'aurai des belles images et peut-être que je vais pouvoir faire des trucs assez stylés avec ça. Tu vois, là c'est un peu la réflexion du jour, parce que j'ai été en train de constater que ce vendredi, ça fait 2 ans pile poil que je poste, il y a 2 ans pile poil, j'ai posté ma première vidéo IA sur LinkedIn, et du coup, ça fait 2 ans que je poste des vidéos IA, et c'est assez drôle de voir l'évolution justement là-dessus. Et c'est d'ailleurs, je vous disais pendant ta première, tu nous retrouveras la première, tu nous montreras la première des premières. Tu nous la montreras une prochaine fois ou... La toute première vidéo IA, ouais, c'était pas celle-là, c'est pas celle que j'ai postée. Mais ouais, je dois la voir dans mon disque dur, je vais fouiller ça. Tiens, ça pourrait être un petit montrer la première. Ouais, n'hésitez pas dans le Yapulka et sur les sites que vous trouverez autour à mettre votre première vidéo. La première vidéo que vous avez fait en IA, vous prenez vos logiciels, vous remontez l'historique, vous choisissez la première des premières de chaque logiciel et vous les mettez sur le LinkedIn d'Augustin de Indata Veritas, ça serait cool. Et on votera pour quelle était la meilleure première IA. Clairement, moi en plus, les premières, elles étaient vraiment très très expérimentales puisque c'était des séquences d'images à partir de vidéos, où chaque image était modifiée en IA pour faire de l'image to vidéo avant que ça existe. Le problème, c'est que pour remonter à la première vidéo pour Gilles ou pour Nicolas, ils en ont pour 1h30, rien que pour scroller, pour retrouver quelle était la première. Mais j'ai fait l'exercice avec Midjourney. On pourrait faire ça, Augustin. On mettra notre première fois avec une IA d'image, notre première fois avec une IA vidéo, et vous mettez ça dans le flux du LinkedIn. Ça peut être sympa. J'ai regardé là mon premier Midjourney, ma première image Midjourney était en V3. D'accord. Pareil.
pareil, moi aussi. Et première Dali, c'était sur la bêta de Dali, donc c'était vraiment... C'était chaud. C'était vraiment tout au début, quoi. Alors, est-ce que J'avais c'était fait des vraiment disco-diffusions. au Vous vous souvenez de début disco-diffusion tout au début, hein? C'était Mhm. magnifique. On n'a jamais revu de choses pareilles, en fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici quand même qui a utilisé la version 1 de Dali qui, il me semble, est sortie en janvier 2021 à une époque où il n'y avait pas encore beaucoup de gens qui parlaient d'IA générative? Tu veux dire sur le playground? Ça devait être sur le plan, je sais pas, moi j'y étais pas. Moi j'y suis arrivé en mi-2022, mais lorsque j'ai appris ça, j'étais assez étonné que cet outil soit aussi ancien finalement. Sur ChatGPT, il n'y avait pas ça, hein, donc il fallait aller ailleurs pour trouver ce genre de choses. Effectivement, les gens s'extasiaient beaucoup devant cette IA, bien avant Midjourney. Pourtant, Midjourney est sorti en juillet 2022 en public, et encore avant. Donc c'était quand même la première, mais Dali, elle a été prise par des développeurs en fait. Donc c'est les développeurs qui avaient les communautés pour nous en parler, et c'est pour ça qu'on a vu les premières images avec Dali, je pense, très tôt. Même si, bon, qui fait une vidéo avec Dali aujourd'hui? Personne. Image to vidéo en partant de Dali. Oui, alors, pas avec Dali 1 ou 2. Moi, je m'en sers pour faire les titres, pour voilà. faire les logos D'accord. sur mes vidéos. Parce que je trouve que en termes d'illustration et de logos et texte, c'est plutôt pas mal. Ok. Il y a un travail sur la typo, il y a un travail sur la mise en page. Quand j'ai envie de faire, quand j'ai pas envie de me faire moi-même le truc, en fait, un des trucs qui m'amuse, c'est de faire du full IA, c'est-à-dire d'intervenir le moins possible sur le process. D'accord. Mais les textes, parfois, il faut que tu fasses plusieurs fois avant d'avoir les bonnes lettres. Hein. Ça peut arriver d'avoir des doubles. Sur Dali, aujourd'hui, c'est propre. Hein. Non, pas tout le temps. J'ai encore fait un test tout à l'heure, ça n'a pas fonctionné, même en mettant des guillemets, parce que la petite astuce souvent c'est de mettre des guillemets pour que les mots soient vus par les intelligences artificielles. Ça marche pas à tous les coups quand même. Hein. Pas à tous les coups. Le grand public, ils utilisent quand même beaucoup Dali. Hein. Quand je discute avec le grand public, en fait, ils sont tous avec copilote Dali et je leur dis mais il y a des choses qui sont 1000 fois mieux et ne serait-ce que comme Grok. ils sont dans des systèmes Windows. Ne serait-ce que Grok. Ben oui. On n'a plus derrière Grok pour l'instant, enfin je sais ce qu'il a annoncé la dernière fois, et quand on fait une image, là par contre j'ai fait des tests d'image tout à l'heure, on a pris des personnages célèbres sans les citer, on leur a fait faire des bêtises et ça fonctionne super bien hein, sur Grok. Donc ils m'ont dit oui mais alors il y a un problème avec les images, oui il y a un problème c'est vrai, mais pour l'instant c'est Grok le plus fort pour ça. Comme disait Nicolas tout à l'heure en off, quand on utilise en ce moment Midjourney, quel que soit ce qu'on lui demande, des fois on lui envoie une image qui a été faite par Midjourney et il nous sort je n'ai pas le droit de l'utiliser alors que c'est sa propre image qui a été générée. C'est un petit problème quand même. Oui. En termes de qualité de vidéo, pour l'instant, quels sont vos IA préférés? Si on fait un petit tiercé gagnant, Sophie, c'est quoi tes IA préférés pour générer de la vidéo en tiercé gagnant? Qu'est-ce que tu veux dire en termes de qualité? Alors, ce que tu préfères quand tu dis tiens j'ai envie de faire une vidéo, tu utilises sûrement plusieurs outils. Quels sont tes moi je suis addict à Kling. King. Nicolas. Donc VO2, je le découvre dans le sens où j'étais scotché à Kling, mais j'en reviens toujours à ça, quoi. Alors Nicolas est une des rares personnes dans la salle. On a fait le test. Regardez dans les replays, vous allez voir, je m'en parle. On lui a montré 4 vidéos générées par 4 générateurs de vidéos. Personne ou peu de gens sont capables de détecter quelle est la vidéo qui a été générée par quoi. Et Nicolas nous a dit alors là, je vois qu'il y a des pixels en trop. Là, il y a je sais pas quoi. La colorimétrie, c'est pas la bonne. C'est vrai, Nicolas. Tu nous as trouvé les 4 sans faute. Ouais, bah Gilles, il a un peu les mêmes compétences aussi, hein, je pense, mais non, Nicolas a clairement un œil bionique, tout le monde le sait. Non, c'est vrai je teste beaucoup et puis j'en vois beaucoup passer parce que je suis beaucoup sur Twitter et puis je suis un peu tous les créatifs partenaires qui postent sans arrêt, donc c'est vrai que je vois beaucoup passer. Donc je peux savoir quand même toi tes préférés, même je sais ça change tout le temps, j'ai bien compris. Alors moi je n'utilise pas énormément parce que en termes d'abonnement je suis quand même limité. Moi je suis pas créatif partenaire, j'ai pas une communauté de 20 000 personnes derrière, mais moi j'ai une préférence pour Kling comme Sophie. Après j'aime bien tester un peu tout. Donc j'ai testé aussi Luma là dernièrement que j'aime bien l'approche qu'ils ont avec leur interface un peu novatrice. Et puis après là je suis quand même pas mal hypé par
tout ce qui sort en Chine sur les produits open source qui donnent énormément de possibilités. Là, il y a Skyreels qui est une plateforme qui est vraiment intéressante. C'est si je dis pas de bêtises, c'est un One qui est fine-tuné. Et puis il va y en arriver plein parce que vu que c'est des modèles open source, il y a des communautés entières derrière qui fine-tune tout ça, qui améliorent les modèles. Donc ça donne énormément de possibilités. Là encore hier, on a eu une annonce sur un modèle qui s'appelle VACE, VACE, qui propose une panoplie d'outils assez impressionnante, que ce soit de l'in-painting, de l'out-painting, du post-control. Enfin, il y a toute la panoplie d'outils possibles et imaginables. Il y a vraiment des possibilités incroyables. Gilles, De l'out-painting et de l'in-painting sur la vidéo, Nicolas, ou sur de sur de la vidéo? Ouais, sur de la vidéo, on peut regarder la page de démo, peut-être. Il y a juste 5-6 vidéos qui montrent un peu toutes les possibilités. Je te la mets dans le chat, Augustin, si tu veux balancer ça. C'est sorti hier ou avant-hier, je crois. Ok, super. Okay. Antoine, si tu peux partager tout ça. Gilles, est-ce que tu peux, après on finira par Eddy, juste voilà tes IA préférées avec tout ce que tu utilises en ce moment, hein, parce que je sais que si je te repose la question dans 15 jours, tu vas changer d'avis. Alors c'est pas vrai. Gilles nous a sorti une liste et il a fait dire à tout le monde ce que chacun préférait, exactement comme toi. Et il y a une liste et vous pouvez la trouver sur le LinkedIn de Gilles et sur le mien d'ailleurs. Non, mais si, c'est vrai que le goût évolue en fonction de la technologie qui évolue aussi. Par exemple, qui se souvient ici de Google VO1 qui avait fait une annonce avec une vidéo au mois de janvier 2024, si mes souvenirs sont bons, qui avait été rapidement éclipsée par la vidéo de Sora, 14 février, je crois, ou 15 février 2024. Voilà, donc moi, VO, c'était totalement sorti de mon radar jusqu'à ce qu'il sorte VO2. Donc oui, tout ça évolue très 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 vite. Alors, moi, j'ai une relation compliquée avec Sora. Voilà, qui m'a fasciné toute l'année 2024 et quand j'ai commencé à l'utiliser, je suis tombé dans un fossé de déception sans fin. Et puis je me suis accroché et puis au final, ça reste un outil fascinant, même si c'est assez compliqué de l'utiliser dans un contexte professionnel, mais ça reste quand même fascinant. Comme je lis sur le chat, Minimax c'est très très bien aussi, même s'il a tendance des fois à faire un petit peu trop de déformation pour moi sur les mouvements rapides. Je suis fasciné par Luma Ray 2, qui dans certains cas de figure me donne des résultats supérieurs à ceux de VO2 en texte ou vidéo, et je trouve ça assez incroyable pour le dire. J'adore Kling, bien évidemment, pour la qualité de ses animations, mais Kling, ça me demande un peu plus de travail, parce que Kling, il a une tendance à saturer un peu trop l'image à mon goût, il a contrasté aussi un peu chaud. Il y a un token magique. Alors peut-être. Alors, partage-nous ton token magique, Sophie, ça nous intéresse. Muted Color. Ok. Ah oui. Alors, moi, et là, ça stabilise plus. Ouais, je m'en sers un peu de ce token-là, plutôt sur la génération d'images, mais c'est vrai que c'est un token intéressant. Mais pour Kling, j'en viens même à désaturer en fait et décontraster mes images avant de les animer avec Kling. Parce que je trouve qu'il a en fait un rendu. Et j'ai fait encore le test hier sur FreePic en comparant de la génération VO2 avec de la génération Kling. Sur VO2, j'avais vraiment des gammas cinéma, enfin une image qui était beaucoup plus flat, mais en même temps beaucoup plus proche de l'idée qu'on se fait d'une image cinématographique, qu'avec Kling, qui m'avait cramé les hautes lumières, collé les noirs et qui m'avait rajouté une saturation dingue. Donc voilà, c'est un peu les seules récriminations. Mais si je devais garder un top 3 et pour essayer de faire court, il y aurait évidemment Kling, il y aurait évidemment VO2, et puis le troisième serait à géométrie variable selon le projet, je pense. Et donc, Eddy, qu'est-ce que tu penses? Une petite info, il y a sûrement une mise à jour qui va venir très bientôt une grosse mise à jour qui devrait venir bientôt sur Kling. Ça reste des rumeurs. Sur les couleurs, du coup? Et tu pourras plus le reconnaître? Ça sera un nouveau modèle, voilà, c'est une grosse mise à jour à venir sur Kling, j'en sais pas plus, voilà. Bon, bah ça c'est pas mal. Eddy, qu'en penses-tu? Alors, j'ai
plusieurs. Alors, Luma, évidemment, moi, je le mettrais en premier parce que je l'utilise beaucoup et je commence à bien comprendre comment il réagit. Pour moi, son plus gros avantage, c'est justement le respect des couleurs et le respect des couleurs de l'image de départ. Et ça, c'est plutôt bien quand tu as bossé ta DA, tu vois, quand tu as bossé tes images mi-journée, que tu as bien réglé tes couleurs et que tu les passes dans ton modèle d'IA. Quand Runway, il a tendance à surcontraster, King, j'en parle même pas, pour moi, c'est juste pas possible. En fait, du coup, tu te retrouves avec des images qui peuvent être très réalistes au départ, qui deviennent moins réalistes passées en vidéo, et ça, je trouve ça dommage. Alors, déjà qu'elles sont pas forcément toujours réalistes. En deuxième, je mettrais Runway, pas pour ses qualités de génération de vidéo, mais plus pour tous les outils qu'il y a à côté. Et souvent, en fait, on passe à côté de l'utilisation des outils qui sont dans la plateforme, du type le lip sync en dehors de la génération, qui est un outil à part. En fait, quand vous générez des vidéos, vous pouvez faire du lip sync directement sur la vidéo. Donc ça, ce qui est déjà vachement bien. Tu prends ta vidéo en entrée, tu peux même faire de l'acte 1 où tu as ton avatar ou toi-même en webcam, tu pilotes ton personnage. Donc tu fais une vidéo de contrôle, ta vidéo d'animation, et ça te fait ton lip sync. Mais il y a un autre outil de lip sync qui est à part, où là, par exemple, tu peux piloter jusqu'à 5 personnages différents sur la même image, sur la même vidéo. Et ça, c'est assez intéressant. Il y a quand même des trucs qui sont un peu planqués, mais qui sont intéressants. Donc pour ça, Runway, je trouve que c'est chouette à explorer. Les fonctionnalités de caméra, les fonctionnalités de style transfert là, qui est sorti la semaine dernière, qui est intéressant à explorer. Et en troisième, ça va être VO2. Parce que clairement, le potentiel, il est dingue. Quand tu vois la qualité du texte ou vidéo, en termes de réalisme, clairement, quand le image to vidéo sera on va dire en V2, où ils auront amélioré les défauts principaux qui, pour moi, à mon sens, sont le côté très slow motion. C'est-à-dire que quand tu génères 5 secondes de vidéo, en fait, en réalité, c'est 2 secondes et demie, et que ça t'a coûté $2,50, t'as un peu les boules quand même. Donc, quand ils ont réglé ça, je pense que ça sera vraiment un produit intéressant. Et voilà, pour moi, les 3 pour l'instant à suivre. De près. Runway, ça reste plus par rapport à sa constance. C'est-à-dire que les évolutions sont pas folles, mais il y a un vrai contrôle. C'est-à-dire que quand ils vont nous sortir des belles choses aussi, parce que ça bouge tellement, on n'est pas inquiet. Ouais, depuis le début, on l'a déjà dit souvent avec Eddy sur ses lives, le Runway, c'est quand même une solution qui se veut vraiment professionnelle, donc qui prend souvent un peu moins de risques dans les animations, mais quand même qui fait des trucs relativement propres. Et on peut aussi ajouter que sur Runway, on peut avoir de la génération de texte qui est assez propre. Qui est assez intéressante. Ouais. Et sur la physique aussi, je crois que Runway sur la physique, bon. Il y a merci Yanis dans le chat qui nous dit aussi qu'on peut essayer la commande low contrast pour avoir peut-être plus d'uniformité dans les couleurs. Alors moi, je vais faire juste le joker par rapport à tout ce que vous êtes en train de dire. Je sais qu'on est tous des fous de la couleur, mais n'oubliez pas un truc, c'est que sur 80% des vidéos qu'on regarde sont regardées sur des écrans qui n'approchent pas les mêmes couleurs. Donc faut pas l'oublier ça quand même. D'abord c'est tout petit, donc déjà c'est sûr que c'est pas pareil. Et je suis sûr que si vous avez un Samsung, un Apple de dernière génération ou une autre marque chinoise, vous avez pas la même couleur. Donc quel que soit le départ initial, faut pas l'oublier que la diffusion aujourd'hui, à part quand on est dans une salle de cinéma, Gilles, parce que là il y a peut-être une colorimétrie parfaite, mais sinon on l'a pas. Faut pas l'oublier. Ouais, mais enfin justement Alexandre, d'autant plus parce que quand il rajoute du contraste comme ça, généralement on a des écrans qui sont hyper contrastés aussi, qui veulent des couleurs assez vibrantes, etc. Donc ça rajoute encore plus. Ça va pas nécessairement dans le bon sens. Quoi. Des fois il y a des écrans. C'est une remarque très très juste d'Alexandre. Merci Alexandre pour cette remarque-là, parce que moi j'ai passé des heures en salle d'étalonnage sur des nécessités à m'arracher le peu de cheveux que j'ai sur le crâne pour ajuster parfaitement en fait une couleur, une teinte,
un niveau de contraste et pour ensuite le voir diffusé sur des téléviseurs dont on ne sait pas comment est-ce qu'ils sont réglés. Donc, c'est vrai que j'avoue, je confesse quelques petits tocs qui sont de déformations professionnelles, où quand je vais chez des gens ou quand je suis dans des salles de formation sur lesquelles le téléviseur est pas très bien réglé, eh bien je le règle systématiquement. J'adore. J'enlève le 800 Hz, je mets le bon cinéma parce que sinon ça. Vous allez voir une belle image maintenant. Donc voilà. Non mais t'as tout à fait raison, Alexandre. C'est vrai que suivant le device de visionnage, tout change. Mais toujours est-il quand même que par défaut, Kling produit une image que je trouve moi un peu trop contrastée et qui a tendance à tirer le look global vers du CGI ou de l'animatique de jeux vidéo d'excellente qualité et moins vers le cinéma comme peut le faire VO2. J'imagine que tout le monde, en tout cas toutes les personnes qui nous regardent à l'heure actuelle, ont vu les vidéos de démos de VO2 qui sont assez sidérantes en termes de rendu. On est vraiment sur des rendus qui sont de l'ordre de grosses productions Netflix, voire de cinéma américain. C'est assez fascinant. Et ce qui n'est pas toujours le cas de Kling, même si Kling a beaucoup de qualité par ailleurs. Donc, je sais pas si tu vas nous préparer Augustin, des démos par rapport à ça, mais ça serait pas mal. Attends, je voudrais juste faire une petite remarque par rapport à... Donc, si vous avez envie de faire régler votre téléviseur de façon correcte, vous avez compris, vous appelez Gilles. M'appelez, je viens chez vous, je règle tout. Gilles, on va te faire un avatar, t'inquiète pas, c'est lui qui ira. Ne t'inquiète pas. Et donc, par rapport à ça, par contre, ce qui fonctionnait aussi, n'oubliez pas, dans l'audio, on a eu le même problème. Pendant longtemps, il y avait des mix, une fois qu'on faisait une super qualité d'audio, puis on se rendait compte que les gens l'écoutaient sur le téléphone avec des haut-parleurs pourris. Donc maintenant, ce qu'on fait dans l'audio, c'est qu'on fait 3 ou 4 mix et en fonction de la diffusion que l'on a, on n'envoie pas le même flux et on écoute avec des écouteurs différents pour être sûr de. On fait pas ça encore, tu vois, sur les écrans, Gilles. On devrait avoir 15 écrans devant nous quand on fait une vidéo et faire quelque chose de médian. Ça se fait déjà dans l'audio, ça. Il y a même des plugins qui font ça et qui te font écouter sur un téléphone, sur une super chaîne, sur je sais pas quoi, mais pas encore dans la vidéo. Peut-être il y a un truc à inventer pour ceux qui sont dans la salle. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, on en aura besoin. Vas-y, c'était Sophie, je crois, j'ai interrompu quelqu'un. Je sais plus, pardon. Non, je voulais juste dire que moi, les bandes démos, je m'en méfie beaucoup, parce que sincèrement, on ne sait pas ce qu'ils ont fait derrière. Un petit coup d'étalonnage par-ci. Oui. Moi, je le prends avec des... Sophie, c'était très très vrai avec les bandes démos de Pika, pour si vous en rappelez. Voilà, on salue Ludovic Carly qui vient juste de nous rejoindre. Les bandes démos de Pika, les premières, étaient extrêmement impressionnantes. Et lorsqu'on utilisait derrière l'outil, c'était toujours assez décevant. Voilà, on n'a pas en fait à refaire pareil. Alors on parle. Augustin, est-ce qu'il y a des choses à nous montrer là maintenant? Alors, je vais lancer une démo de VO2 et après Sophie va nous faire une analyse pointue entre Kling et VO2 sur l'image to vidéo. Cool. Donc voilà, ça c'était du VO2 image to vidéo. Et Sophie, maintenant je te laisse la main, là, que tu nous fais ta petite démo. Tu partages ton écran. Oui. Alors VO2, qui est le fondateur de VO2 aujourd'hui? C'est Google. Et voilà, il faut le redire. Juste. Google VO2, excusez-moi. Non, mais je t'en prie. Google VO2, ouais. Mais c'est vrai que VO, on va le retrouver un peu partout. Au final, je pense que les gens vont l'avoir en libre service sur YouTube. Bon, il y aura peut-être un abonnement à payer. Mais quand j'ai pris conscience, en fait, que les créateurs de contenu sur YouTube, ils pourront créer leurs vidéos avec VO2, je pense qu'on va en avoir beaucoup. Mais moi, mon gros challenge, en fait, que j'avais, c'est... Vous êtes là? Oui. Je ne vous vois plus. Faire en sorte que tu sois à l'écran. Ah, merci. On va te mettre à l'honneur, Sophie. Voilà, vas-y, continue.
Donc voilà. Après, moi, le challenge que j'ai, c'est d'arriver à animer 2 choses en même temps. Par exemple, là, sur cette vidéo, j'ai pas mal galéré pour à la fois animer le ciel et à la fois que la jeune femme avance. Alors, on est sur de l'image tout vidéo, mais à la base, il n'y avait pas la femme. Et on est dans la Et en fait, j'ai essayé sous Kling, j'ai essayé sous VO2, j'ai essayé sous Luma. Et en fait, soit j'avais la femme qui avançait correctement, soit j'avais le ciel qui bougeait correctement. Mais j'arrivais pas, en fait, à avoir 2 actions complexes différentes générées en même temps. Et donc, j'en reviens toujours à la conclusion qu'au final, bon, à part pour du snack content marketing, au final, il faut quand même mixer avec les outils traditionnels de la vidéo et de la post-prod. Hein. C'est ma conclusion à moi. After Effects. Donc, After Effects ou Nuke ou Premiere, enfin ce qu'on veut en fait. D'accord. Mais moi, voilà, pour arriver maintenant au résultat que je veux, parfois je suis obligée de Mais là, il y a plusieurs mixer les vidéos. choses. Là, il y a plusieurs vidéos. Là, oui, en fait, j'étais obligée de faire, enfin obligée, avec plaisir, hein, maintenant que ça marche, du roto-pinceau sous After pour extraire la femme et lui remettre le ciel tout seul. Parce que j'arrivais pas à avoir les 2 animés de façon intéressante, en fait. Donc du coup, j'ai animé le ciel d'un côté et animé la femme de l'autre, enfin créé la femme, parce que Kling l'a créé à partir du prompt, la femme, pour avoir ma vidéo finale. Donc là, on n'est pas encore pas mal. de la vidéo IA pure. Tu as besoin d'un outil pour utiliser les 2 vidéos générées par des IA et les assembler dans ce logiciel. Oui, là, la couche alpha, elle a été créée sous After, oui. D'accord. Voilà. Ça, c'est un truc que je fais beaucoup, moi, c'est-à-dire de générer des choses sur un fond couleur uni, ce qui se fait assez facilement, tu vois, en image tout vidéo. Par exemple, des animaux, ce genre de choses où j'ai besoin de l'avoir en transparent. Je vais lui mettre une couleur très contrastée, pas forcément, tu vois, un vert pour faire comme un fond vert, mais je vais mettre une couleur spécifique. Par exemple, si j'ai un iguane qui va être plutôt à tendance verte, je vais mettre un fond orange, et après je fais du keying de couleur derrière, et ça me permet d'avoir en quelques secondes une vidéo IA avec une transparence que tu peux générer assez facilement. Oui, parce que malheureusement, les IA vidéo, alors je pense pas qu'elles vont y arriver tout de suite. Hein, elles gèrent pas l'alpha, elles gèrent pas la transparence en vidéo. Hein, en vidéo. Si j'ai bien compris, vous allez me le confirmer là dans la salle, mais pourquoi on utilise des fonds verts? C'est parce que c'est une des rares couleurs qu'il n'y a pas sur la peau. Et donc, du coup, les humains. Bon, j'ai vu des oui, donc c'est bien ça. Et il y avait des fonds bleus avant, mais il y avait des couleurs bleues sur la peau, donc c'était plus difficile. Ils sont passés en fond vert. C'est des couleurs naturelles qu'on n'a pas, sauf si on est très malade. Vas-y, continue, pardon. On a vomi. Ouais. Continue. Donc voilà, bon après, allez pas dire que je génère toutes mes vidéos IA avec de la post-prod, hein. Quand il y a de la post-prod dedans, je le dis, hein. Je dis il y a de la post-prod dedans, je l'assume. Mais voilà, sur des choses un peu avec 2 éléments en même temps à animer de façon différente, moi je post-prod. Normalement, c'est l'inverse. C'est l'inverse qu'on fait normalement, Sophie. C'est on annonce quand il y a de l'IA dans la vidéo. Ouais. Notamment ce qu'on a du moins dans la vidéo. Pourquoi faudrait faire l'inverse? Parce que d'habitude, les gens aiment pas dire que c'est fait avec, tu vois, c'est encore un petit poil tabou pour certaines personnes de dire qu'on fait de la vidéo avec de l'IA. Et donc, c'est pour ça. Ah, c'est vrai que pour les télés, c'est compliqué, hein, parce qu'en termes de témoignage de la réalité, c'est un gros souci. Et c'est vrai que j'avais entendu, je sais plus qui me disait que justement les télés TF1, TV France, en fait, ils se montaient pas sur l'IA, ils se formaient pas aux IA, ou difficilement, parce que ça posait le problème de la véracité des images qui diffusaient. Ça, c'était il y a 2-3 mois. Hein. Mais c'est vrai que c'est une vraie question. Enfin, on a tous entendu et ça. Du Photoshop, coup, hein, vous inquiétez pas. Avec les photos et Photoshop, on a entendu ça pendant des années. Les photographes qui voulaient pas du tout Photoshop, c'était pas bien. Bon, je pose moins la question. On explique qu'on a fait ce qu'elle fait avec Photoshop et ce qu'on fait pas avec Photoshop. Donc, c'est pas très grave. Du moment qu'on est transparent et qu'on ment pas, ça va. Sophie, voilà. T'as d'autres choses à nous montrer dans le flux? Et du coup, voilà, comme moi, j'ai voulu absolument animer mon ciel et la femme. Du coup, j'ai essayé sur VO2. Donc déjà, la femme qui m'a généré, je trouve que la texture du vêtement, elle est beaucoup moins noble. D'un autre côté, on était arrivé avec quelque chose de très satiné, avec une démarche qui était bien chaloupée et bien envoyée. Et c'est vrai, pardon, hein, pour les fans de VO2. Hein, moi, je suis en mode, je mets une image de fond et ensuite je prompte. Donc voilà, les femmes, elles sont quand même, les matières sont plus cheap, les démarches sont plus ballot. Alors l'image de fond, c'est du mid-journée. Hein.
Voilà. Et L'image de fond, c'est du mid-journée. Et ensuite, je prends pour demander qu'il y ait une femme dans VO2. Ludovic fait une bonne remarque, il a raison aussi, hein, les vendeurs d'IA vidéo devraient dire quand il y a de la post-prod sur leurs vidéos d'exemple, parce que des fois on voit des trucs miraculeux, Merci. génial, je vais Voilà. adorer. Et en fait, c'est un peu de la triche, quoi. Enfin, c'est pas de la triche, mais il le précise pas. Voilà. Ok. Je suis d'accord avec toi. C'est pour Est-ce ça que- que les démos, c'est... Gilles et Eddy, d'après vous, Nicolas aussi bien sûr, mais est-ce qu'il aurait été possible quand même d'arriver à faire ce que vient de faire Sophie en décomposant l'image, en insistant un peu, avec quelques prompts différents? Est-ce qu'on aurait quand même pu réussir à bouger le ciel et la personne? Avec Ouais, toi. pardon. Ouais, vas-y. Je précise, excusez-moi, il y a juste précis une contrainte, c'est qu'au début, il n'y a pas la personne. Au début, il n'y a que le ciel. Ok. Il y a Ouais, pas- c'est ça, il y a c'est pas que- le- ouais, ça dépend des contraintes de Sophie par rapport à ce qu'elle veut. Son ciel, elle veut absolument celui-là. Elle veut que la personne arrive comme ça. Enfin, il y a plusieurs contraintes à prendre en compte. Après, j'aurais peut-être testé avec un Pika ou peut-être avec un Elements sur Kling. Mais bon, après, si elle a testé puis qu'elle obtient plus facilement ce qu'elle veut comme ça, voilà, il faut prendre ce avec le quoi on est le plus à l'aise et ce qui permet d'avoir le résultat qu'on souhaite. Hein. Sophie, c'était pas pour te challenger, c'était pour avoir d'autres pratiques, tu vois, pour voir un peu comment on aurait pu arriver à d'autres idées. Parce que parfois, avec une autre idée, pas avec de la qualité, avec une autre idée, on fait des choses différentes. Ça peut arriver. C'est pour ça que je te posais la question, Sophie, ne t'inquiète pas. Le travail que tu fais est remarquable et on le sait tous, et il suffit de regarder tout ce que tu fais. Donc, Merci Alexandre, ça c'est gentil alors. mais c'est vrai, tu nous as montré plein de belles choses dans les autres émissions, allez voir. Donc, Gilles, est-ce que tu as, s'il te plaît, aussi des consignes à nous donner quand on veut vraiment avoir des compositions comme ça de plusieurs scènes ou d'habitude on va dans After Effects? Est-ce qu'on peut, d'après toi, utiliser des petites astuces? Comment tu ferais, toi? Écoute, je pense que ça dépend un petit peu de chaque plan qui est associé à un projet, à une intention particulière. Ce que je trouve hyper intéressant dans le workflow que nous a partagé Sophie, c'est que elle a réussi, avec sa maîtrise d'After Effects, à obtenir plus de contrôle sur ce qu'elle désirait et sur son résultat. Et tout le monde sait que le contrôle, c'est un peu le nerf de la guerre de la génération au sens large. Hein. C'est toujours extrêmement compliqué d'avoir précisément ce que l'on cherche, de par l'aspect aléatoire et probabiliste des générations. Donc, ça me semble être des pratiques qui se répandent de plus en plus, quoi, d'intégrer l'IA dans des workflows qui mélangent aussi soit des outils VFX, After, Flame, Nuke, voilà, ou même de la 3D. Pour avoir le plus de contrôle possible. Et moi, je crois fermement que l'avenir appartient aux workflows hybrides qui vont mélanger plusieurs expertises, plusieurs technologies pour tirer le meilleur de chacun de ces mondes-là en optimisant un petit peu chaque étape. Voilà. Donc, je pense que ce que nous a montré Sophie est à l'image de ça. Une question quand même qui me vient à l'esprit en vous écoutant. Faisons un petit pari sur l'avenir. On a vu quand même que ça progresse vite, hein, les IA. Dans combien de temps on a vraiment une IA qui répond à toutes nos questions en nombre d'années ou de mois, d'après vous? Il y en a qui vont me dire non, hein, ça arrivera pas. Moi, je suis persuadé que si. Mais d'après vous, 1 an, 2 ans, 3 ans? Eddy, combien de temps? Sur la vidéo, parce que c'est le sujet, je dirais que cette année, on arrive à des niveaux de vidéo qui sont quasiment imperceptibles entre réel et pas réel. Donc c'est déjà un paquet. Bon, Je pense que d'ici la fin de l'année, on aura un niveau qui est tel que on n'est pas loin. On a déjà le cas dans l'image. Hein. Donc dans la vidéo, je vois pas pourquoi ça arriverait pas. 2025, on va faire un prompt qui va bien et on obtiendra le ciel qui bouge et la personne qui marche, quoi. Après, pour parler plus technique là sur ce cas-là, moi j'aurais peut-être tenté un in-out, par exemple dans l'humain. Image d'entrée sans la femme, image de sortie avec la femme dans le truc, en faisant un prompt qui lui explique. Je suis pas sûr du résultat. Je t'envoie les images, alors je suis volontiers. À tester, je suis pas sûr du résultat. Je pense que ta solution est la meilleure parce que justement tu as le contrôle du ciel, tu as le contrôle du personnage et tu peux choisir ton personnage justement quelle est la démarche qui va bien et tout. En fait, c'est effectivement une des complexités dès que tu commences à rentrer dans le détail des animations. C'est là en fait où tu te rends compte vite des limites des modèles.
T'as des modèles qui vont être super bons pour animer des ciels. Par exemple, Runway, sur tout ce qui va être décor, c'est génial. Par contre, il va te faire une démarche toute pourrie, quoi. Donc c'est ça qui est pas évident. Et c'est pour ça que je pense que Sophie a utilisé la meilleure solution possible pour le faire. Donc dès cette année, on fait un énorme progrès d'après toi, Eddy. Nicolas, dans combien de temps on a un peu un texte ou n'importe quoi, ça marche? Moi je vis dans l'instant présent, ça va tellement vite, voilà, on verra bien. Mais ouais, par rapport à ce qu'a montré Sophie aussi, je voulais quand même rebondir, c'est les gens qui se lancent dans la génération de vidéos, c'est quand même important qu'ils aient 2-3 notions de montage. Si vous devez vous former, formez-vous quand même aussi à côté au montage si vous y connaissez rien, parce que c'est quand même important d'avoir des transitions, d'avoir un peu de rythme, parce que toutes les IA actuellement nous font quasiment tout du plan de 5 secondes. C'est quand même bien de pas avoir que des plans de 5 secondes, parce qu'on voit beaucoup ça. Donc, voilà, essayez de mettre un petit peu de rythme, essayer d'apprendre un petit peu à monter, des règles de base, mais voilà, on voit pas mal, vu que c'est beaucoup des gens qui expérimentent les IA, mais qui connaissent parfois rien au montage vidéo. On a parfois la règle des 180 sur un dialogue qui est pas respecté, ou du coup, on perd le spectateur. Il y a beaucoup de petites règles comme ça, de petites choses qui sont importantes à quand même avoir en main pour faire une vidéo qui tienne un petit peu la route. Essayez aussi beaucoup de gens font des tests, un petit test de 5 secondes, mettez un son, ça coûte pas grand chose, une petite musique, ne serait-ce qu'une petite musique de fond, voilà, ça donne vie à la vidéo, et ça donne de suite autre chose. C'est des petits trucs comme ça, je pense, qui sont importants, en tout cas dans l'instant présent. Je vais pas te parler dans un an, on n'en sait rien, mais voilà, pour que vos vidéos aient un petit peu plus de saveur, un petit peu plus de consistance, quoi. Gilles, tu veux rebondir là-dessus, je suis sûr, non? Sur le montage et... Monter le level, Non, c'est tout à fait pertinent ce que dit Nicolas. Ça veut dire que la génération de vidéos, ça implique de créer des objets audiovisuels, et que du coup il faut en maîtriser tous les tenants et les aboutissants. Ça me fait penser à la première vidéo que j'ai vue, qui m'a vraiment marqué à la sortie de Highway Max. On était en septembre 2024 et c'était une vidéo d'un jeune réalisateur de Singapour. Donc à l'époque, c'était que du texte tout vidéo. Et avec une science du découpage et du design sonore, il avait réussi à faire un truc incroyable qui évoquait le cinéma hollywoodien. Je sais pas si vous l'avez vu. Je sais pas si on peut peut-être le partager là, si je le retrouve, mais c'était une séquence de 45 secondes avec un personnage féminin, avec en fait un décompte d'une bombe qui va exploser. Il y a quelqu'un en fait assez trousse avec un grand chapeau, et elle est en train de récupérer des documents secrets, et elle prend la fuite après au volant d'une Lamborghini noire, et avant que tout n'explose. Et avec un découpage en fait aux petits oignons et un excellent design sonore, il avait réussi à faire un truc incroyable qui dépassait la seule compétence de générer de la vidéo avec de l'IA. On voyait qu'il y avait vraiment une compétence de réalisateur, d'ingénieur du son, vraiment avec une intention créative. Vraiment, c'était vraiment là. Donc du coup, je plus sois Nicolas, il suffit pas de savoir générer de la vidéo, mais il faut que ce soit une compétence qui s'inscrive dans un set en fait de compétences, de skills qui vont être au service des projets que vous allez mener avec ces outils-là. Ok, on va peut-être enchaîner pour voir justement d'autres vidéos, parce que Eddy a plus d'une vidéo IA dans son sac. Et d'ailleurs, regardez bien ces flux de toutes les personnes qui sont dans la salle. Vous allez trouver des super vidéos. Eddy, il en publie tout le temps, donc allez voir ça. Allez voir tout ça. Jack, something's not right. Everything's fine, Betty.
We just had a terrible accident. It's normal to feel a bit shaky. Ok. Oui, c'est Eddy qui m'a demandé de la couper, hein, je précise. Sur cette vidéo, en fait, c'est une vidéo que moi j'avais publiée il y a... c'est très dur la temporalité, il y a peut-être 6 mois, et j'avais fait une première version en noir et blanc. Là, c'est une version que j'ai entièrement remasterisée, en fait, surtout pour les voix, les personnages, surtout pour avoir de la consistance. En fait, j'avais un problème de consistance à l'époque, principalement sur les types de visages, parce que à cette époque-là, j'utilisais le caractère référence de Midjourney, qui a ses limites. Et là, j'ai entièrement refait les personnages avec et du Laura, et un mélange de Laura et un mélange de face swap. Revoilà notre copine Laura, elle est tout le temps là. Ouais. Et donc voilà, là l'idée en fait de cette version remasterisée, du coup je l'ai passée en couleur, pour faire une différence entre la première version et cette version-là. C'était justement d'essayer d'avoir plus de consistance, et c'est là-dessus en fait où on se casse un peu les dents quand on crée des vidéos. C'est justement sur comment on va pouvoir garder cette consistance qui va permettre de garder le spectateur justement dans l'histoire, et de pas se dire bah tiens il avait une chemise bleue juste avant, ou sa robe elle avait des fleurs alors que maintenant c'est des points. Enfin tu vois, t'as ce truc là. Franck justement il pose une question là-dessus, il dit est-ce qu'il est bon de faire tout le temps un storyboard, est-ce que c'est obligatoire pour faire une vidéo, est-ce que c'est ce que tu fais, Eddy? Alors ça dépend. D'ailleurs c'est un truc, on en a parlé en off tout à l'heure, on a parlé de LTX. J'en ai déjà parlé, mais il y a Animatix aussi qui est un concurrent sérieux avec qui je travaille. Je le fais pas tout le temps. En fait, le storyboard des fois il vient